Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. L'ambassadeur français délégué interministériel à la Méditerranée en visite en principauté. Karim Amellal a été reçu aujourd'hui au ministère d'État pour évoquer notamment les priorités environnementales. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le syndicat des Jeux européens de la Société des Bains de Mer se mobilise pour la bonne cause. Il vient de soutenir deux entités monégasques qui œuvrent dans la recherche contre le cancer et la lutte contre le sida. Puis nous nous intéresserons ce soir aux plateformes de streaming gratuits. Elles révolutionnent la consommation de contenu et sont même lancées par les chaînes de télévision traditionnelles. Nous décrypterons cela avec le journaliste Benoît Daragon. L'ancien footballeur, désormais réalisateur de documentaires, Olivier Dacour, partage sa part d'ombre avec les joueurs de l'Académie de l'AS Monaco. Il sera aussi avec nous pour en parler. Et à la fin de ce JT, nous vous proposerons un voyage en Belgique tout en restant à Monaco avec l'ouverture d'un nouveau restaurant en principauté, son nom Smakelijk. Je vous le disais en titre, l'ambassadeur français délégué interministériel à la Méditerranée était en visite en principauté aujourd'hui. Karim Amellal a été reçu au ministère d'État par la ministre des Relations extérieures et la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Ensemble, ils ont évoqué plusieurs dossiers qui concernent le bassin méditerranéen, notamment des sujets relatifs au domaine de la protection de l'environnement. La coopération franco-monégasque est essentielle. Je vous propose d'écouter Karim Amellal. Il est interrogé par Émilie Flamin. La question de l'environnement dans ses multiples composantes est sans doute le sujet numéro un parce que nous devons faire face ensemble sur la rive nord mais aussi avec nos partenaires de la rive sud au changement climatique. Vous le savez, en Méditerranée, le changement climatique est 20% plus sévère, plus important qu'ailleurs sur la planète et pourtant c'est un tout petit espace, la Méditerranée, mais nous avons à affronter des effets qui sont déjà considérables et que chaque année, chaque été même, nous voyons ici à Monaco mais aussi de l'autre côté à Tunis, à Alger ou plus à l'est à Beyrouth, c'est les sécheresses qui se répètent, ce sont des incendies, des feux de forêt, ce sont des canicules marines, ce sont énormément d'effets liés au changement climatique que nous devons affronter ensemble et pour ça, il n'y a rien de mieux que la coopération. Alors nous avons déjà des outils, des instruments, Pélagos et les aires marines protégées c'en est un, il y a l'Union pour la Méditerranée, il y a la Convention de Barcelone. L'année prochaine, à Nice, il y aura la conférence des Nations Unies pour les océans avec un moment très important qui se déroulera ici à Monaco sur ces sujets-là. Donc je crois que vraiment la priorité numéro un que nous avons en Méditerranée ensemble, c'est faire face ensemble et trouver des solutions face au changement climatique. Solidarité à présent, depuis 3 ans maintenant, le syndicat des Jeux européens de la Société des Bains de Mer se mobilise pour soutenir une noble cause. Cette année, ce n'est pas une, mais 2 entités que les membres ont décidé de mettre en avant. 2 chèques de 2 500 € ont été remis, l'un au Centre scientifique de Monaco pour la recherche contre le cancer et l'autre à Fightheads Monaco. Réaction au micro d'Alban Gingembre. Cette année, pourquoi 2 associations ? Parce qu'on voulait faire partager un peu plus nos dons. On n'a pas matière à faire de l'argent, donc tout ce qu'on a en plus sur nos dividendes, parce qu'on est actionnaire de la SBM, on les redistribue chaque année à des associations. Ça montre toujours une image de solidarité, de partage. Ce don, ça représente concrètement en fait, pour nous la possibilité d'effectuer des analyses génétiques sur des modèles de tumeurs en fait, qu'on développe ici en principauté au centre scientifique, qui va nous permettre de mieux comprendre en fait, les cancers pédiatriques du cerveau. Et donc mieux comprendre ces cancers pour essayer de enfin fabriquer des nouveaux traitements spécifiques de ce type de cancer. Ce généreux don, il va servir directement aux personnes que l'on accompagne. Dans le cadre des 20 ans de Fightheads Monaco, ça va permettre de faire une journée réservée à nos affiliés. Et cette journée destinée aux affiliés de Fightheads Monaco aura lieu le 25 juin prochain au Novotel Monte-Carlo. Le petit écran ne se consomme plus comme avant. Les nouvelles technologies ont permis l'essor des plateformes de streaming. On connaissait Netflix ou Amazon Prime, mais depuis quelque temps, les chaînes de télévision s'y mettent aussi. Elles proposent du contenu gratuit, à la demande, des replays pour regarder les programmes où l'on veut et quand on veut. Pour analyser cela, nous avons contacté Benoît Daragon. Il est journaliste média pour le quotidien Le Parisien. Bonsoir Benoît Daragon. Bonsoir. Ces plateformes, ces applications, c'est la télévision qui se réinvente, hein ?
Ah oui, bah, c'est-à-dire que c'est surtout les téléspectateurs qui ont décidé de ne plus beaucoup regarder la télévision de façon traditionnelle, de se faire dicter son emploi du temps par les programmations des chaînes. Et donc, ils ont décidé maintenant de prendre le contrôle de leur télévision. Et donc, effectivement, ils se tournent de plus en plus vers les plateformes pour décider ce qu'ils ont envie de regarder, à l'heure qu'ils ont envie de regarder, et pas à l'heure où quelqu'un dans un bureau à Paris, ou je ne sais où, a décidé. Et pourtant, la plateforme Salto n'a pas forcément su trouver son public. Qu'est-ce qui fait la différence avec ce type de site ou d'application? Bah, en fait, il y a deux offres. Il y a les offres gratuites et les offres payantes. Donc, les offres payantes, c'est évidemment Netflix, Amazon Prime. Et quand vous allez sur ces offres-là, vous voyez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de contenu. C'est parfois d'ailleurs un peu vertigineux de trouver ce qu'on va regarder. Souvent, on passe quasiment une demi-heure à chercher ce qu'on va regarder. Et puis, il y a les plateformes gratuites et comme voilà, France.tv, TF1+, bientôt M6+, où là, les contenus sont gratuits. Donc, la différence, elle est quand même énorme. Et Salto, le problème, c'est que c'était un espèce d'ersatz entre... c'était payant et en même temps, les contenus n'étaient pas très premium puisque ils avaient été déjà disponibles, déjà diffusés à la télévision. Donc, forcément, quand on demande de payer pour des contenus qui ont déjà été diffusés gratuitement, bah, c'est un peu déceptif. Vous avez cité TF1+, France TV, Arte également à sa propre chaîne. Toutes se sont Bien sûr. constituées une bibliothèque de programmes très riches et variés. Il y a même du contenu qui est réalisé uniquement pour ces plateformes, hein. Alors, il y a de plus en plus de contenus qui sont soit diffusés en avant-première. Arte, c'est les rois pour diffuser leurs séries avant même qu'elles soient, les mettre en ligne avant même qu'elles soient diffusées sur leur chaîne. Oui, ils cherchent des droits, des choses qui ne sont disponibles que pour leurs internautes. C'est normal. Par exemple, sur koh en ce moment, vous avez sur TF1+, vous avez une dizaine de saisons anciennes de koh. Donc, vous avez certes le koh actuel qu'on regarde tous les mardis soirs sur TF1 et qui est disponible plusieurs jours après, mais vous pouvez aussi vous replonger dans les saisons des années précédentes si vous en avez raté une, si vous êtes nostalgique, si vous trouvez qu'un épisode par semaine, c'est pas assez. Donc oui, l'idée, c'est d'avoir des contenus un peu premium, de donner envie aux gens de regarder. Et pour ça, bah, faut les attirer avec des noms forts, des films qui sont rares. C'est sûr, par exemple, en ce moment, sur TF1+, il y a Lucie de Luc Besson. Bon, bah, Lucie de Luc Besson, il est passé souvent à la télévision. C'est pas très premium. J'imagine qu'il y a des gens qui adorent ce film, hein, ce qui est pas tout à fait mon cas, mais peu importe. Voilà, il faut chercher des contenus très attractifs. Et ça, c'est la grande bataille des contenus. C'est un peu tout ce à quoi on assiste en ce moment. C'est-à-dire que avoir une bonne série très attractive avec des stars, ça coûte très cher. Et une fois qu'on l'a, on veut surtout la garder très longtemps sur son offre en ligne. Et justement, qu'est-ce qui marche le plus sur ces offres en ligne? Bon, ce qui marche le plus, c'est le replay des grosses émissions, c'est les grosses marques. Par exemple, l'autre jour, à Complément d'enquête, ils ont fait des scores sur France.tv très forts sur, évidemment, les enquêtes sur Cyril Hanouna, sur Gérard Depardieu, celles dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. C'est pas très surprenant. Et après, ils me racontaient à Complément d'enquête, par exemple, qu'une enquête qui a 3-4 semaines, plus personne ne la regarde sur leur site parce que les gens veulent vraiment rattraper le programme dont ils ont entendu parler à la machine à café au bureau ou via leurs amis. Ils ont envie de le regarder assez vite. Et puis après, on oublie parce que les contenus en chassent un autre et qu'il y a beaucoup de contenu sur ces plateformes. Et après, ce qui marche très fort, c'est les séries, on le sait. Évidemment, The Crown, qui a été mis en ligne il n'y a pas très longtemps, en décembre, beaucoup de gens l'ont regardé. Après, on manque de données d'audience très précises sur ces plateformes. Ça va arriver, Médiamétrie les promet pour début d'année prochaine, et ça va nous permettre quand même de voir quelles sont les séries qui sont regardées, parce qu'il y a toujours une différence entre celles dont on parle, ou on parle sur les réseaux sociaux, ou entre fans de séries, et celles que vraiment le grand public regarde massivement. Donc on va savoir si par exemple une série Netflix fait autant d'audience qu'un Prime sur TF1. Moi, je suis pas sûr, mais on va pouvoir constater ça début 2025. Benoît d'Aragon, est-ce que la télévision telle qu'on la connaît, c'est fini? Est-ce que les 27 chaînes du linéaire ne nous suffisent plus? Bah, les 27 chaînes du linéaire, surtout, courent un peu après les plateformes. C'est difficile. Netflix a 100 fois plus de budget qu'une chaîne de la TNT, hein, donc c'est sûr que la concurrence, la concurrence, elle est pas du tout la même. Donc effectivement, c'est dur pour les 27 chaînes. Je vous disais, c'est surtout les usages, c'est que les gens n'ont plus envie. Si vous couchez vos enfants un peu tard, bah, vous avez raté le premier quart d'heure du film.
même s'il y a des technologies pour rattraper via les box, souvent on peut rattraper un film depuis le début, c'est quand même compliqué. Donc souvent les gens, quand ils ont fini de manger à 20h15 et qu'ils veulent pas attendre 1 heure avant de regarder un prime, et puis à contrario, quand on finit très tard et qu'on rentre très tard à la maison, on est content de pouvoir choisir ce qu'on va regarder. Donc oui, la bataille des usages, elle est très claire. Après, les chaînes commencent à gagner beaucoup d'argent avec le replay. Ça, c'est la bonne nouvelle depuis quelques mois. Vous le voyez quand vous regardez des contenus gratuits sur TF1+, sur M6, bientôt M6+, il y a beaucoup, beaucoup de publicité parce que ces programmes rapportent de plus en plus d'argent. Le PDG de TF1 m'expliquait au mois de décembre que voilà, un téléspectateur rapportait moins d'argent maintenant qu'un internaute pour TF1. Eh bien, merci beaucoup Benoît d'Aragon d'avoir été avec nous pour décrypter ce phénomène de la télévision en ligne. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Coup de projecteur à présent sur cette conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation lundi au One Monte Carlo. Elle avait pour thème curiosité, excellence et science sans bornes et mettait en avant la démarche de recherche du Weizmann Institute of Science. Son président, le professeur Alon Chen, était l'invité de cet événement. Il est venu présenter ses recherches et partager son savoir. Il est au micro d'Émilie Flamin. So the Weizmann Institute have one main mission, and is to create new knowledge, create new fundamental, major knowledge, not to the benefit of the Weizmann or to the benefit of the State of Israel, but to the benefit of humanity. The Institute is covering the entire field of exact and natural sciences, meaning we're covering all the life sciences, biomedical areas, chemistry, physics, math and computer science. But more importantly, we have everything in between. What I mean, although we have 5 faculties and 19 departments, we try to keep the borders between the field very permeable, meaning that people can move from place to place. For example, if we have scientists who are trained in physics, but they are working on cancer research, we love it. When we have scientists who work in AI or math, computer science, but they're working in astrophysics or chemistry. So we try and we support research which is a very interdisciplinary research, because most of the challenges that humanity have today, whether it's a biomedical challenges or environmental challenges, solutions will probably come from interaction from those fields, because it's a very complex problem and we need experts coming from the very different disciplines. Il est temps à présent de rejoindre notre second invité. Il s'agit d'Olivier Dacour, l'ancien footballeur professionnel qui a porté le maillot de Lens, de l'AS Roma ou de l'Inter Milan, est aujourd'hui consultant pour Canal+, mais aussi réalisateur de documentaires sportifs. Il y aborde divers sujets tels que le racisme dans les stades ou la retraite sportive. Olivier Dacour était en principauté lundi pour présenter l'une de ses réalisations, Ma part d'ombre, aux joueurs de l'Académie de l'AS Monaco. Il est avec nous depuis le centre de performance. Bonsoir Olivier Dacour. Bonsoir à vous. Ma part d'ombre est donc un documentaire que vous avez réalisé avec Marc Savourel en 2018. C'est un documentaire qui fait encore écho aujourd'hui. Oui, la dernière fois que j'ai fait une projection, c'était ici même, à Monaco, il y a 5 ou 6 ans. Et on est revenu avec grand plaisir. On y découvre Zlatan Ibrahimovic, Franck Ribéry, mais aussi d'anciens monégasques comme Thierry Henry, Eric Abidal ou encore Emmanuel Adebayor dévoiler leur part d'ombre. En quoi il était important pour vous de traiter cet aspect dans ce documentaire ? Mais souvent, en fait, c'était quand on est jeune, on vit et on voit des choses qui façonnent la personne que nous devenons. Et dans ce cas-là, parfois, ça peut nous permettre de construire des choses incroyables. Ça a été le cas dans ce cas-là, ou parfois ça peut nous détruire. Et c'était, je voulais en parler. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la déception et la désillusion peuvent amener au geste fatal, le suicide. Oui, vous l'avez vécu personnellement alors que vous étiez en centre de formation. C'est ça. Et comment vous êtes relevé de tout ça ? Comment vous êtes servi, on va dire, de ce drame pour en faire une force dans votre carrière ? Moi, ça a été une force. On a aussi un sentiment de culpabilité, mais à chaque fois que je rentrais sur le terrain, j'avais une pensée pour lui et j'ai envie de dire que je redoublais d'efforts, surtout. C'est ce concept de résilience que vous avez voulu mettre en avant. Toujours, le concept de résilience, c'est important et même si parfois on
On peut vivre des choses pas faciles, mais c'est pas comment on tombe, mais c'est surtout comment on se relève, le plus important. Et à comme ils sont jeunes, justement, on est dans la transmission et pour nous, ça doit être un devoir. Donc, ils ont l'âge de mes enfants, de certains. Mon fils, le dernier, a 18 ans, donc je sais très bien les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et c'est important d'échanger. Pourquoi ? Parce qu'avec les entraîneurs, parfois, peut-être qu'ils n'entendent plus quand c'est une autre personne ou quand ils voient d'autres témoignages, peut-être que ça peut un petit peu plus leur parler. On aborde aussi discrètement le thème de la santé mentale et de la dépression. Hein. Oui, c'est aussi également c'est mon dernier documentaire qui s'appelle Le Crépuscule des champions. C'est que c'est pas facile. Aujourd'hui, on a maintenant des personnes qui sont dans les clubs justement pour aider à être mieux dans sa tête. Pourquoi ? Parce que quand on est bien dans sa tête, on est également bien dans son corps. Ce sont toujours des thèmes que vous abordez, Olivier, dans vos documentaires, des thèmes sociétaux comme « Je ne suis pas un singe » sur le thème du racisme dans les stades ou voilà la fin de carrière aussi chez les sportifs. Sur tous les documentaires que j'ai pu réaliser, j'essaie de partager en tout cas avec les gens ce que j'ai vécu. Ma part d'ombre, c'était ça. Je ne suis pas un singe également. C'était suite au témoignage d'Ibra qui m'avait parlé du racisme en Suède. Et ça m'avait donné une petite idée. Après, j'ai fait papa. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile d'être le fils d'un joueur. Donc, c'est à travers mes expériences, en fait, j'essaye de les raconter au grand public. Et là, l'histoire que vous avez racontée à ces jeunes de l'académie, quelles ont été leurs principales interrogations, leurs principales réactions suite à la diffusion de ce documentaire ? Justement, parce que quand on a 17 ans, on est un peu 15, 16, 17, on est un peu insouciant. Et ils sont tous là et ils pensent tous qu'ils vont réussir. Et c'est important aussi de leur dire qu'il y a des échecs, il y a la déception, il y a la désillusion et même si on ne devient pas footballeur professionnel, mais il y a énormément de métiers autour du football et c'est important de toute façon d'être heureux, la vie continue. Bien, merci beaucoup Olivier Dacour d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Des U17, des U19 et des joueurs du groupe élite de l'AS Monaco ont donc assisté à la projection de Ma part d'ombre au centre de performance. Frédéric Elion et Alexa Vial leur ont demandé ce qu'ils ont pensé ou retenu de ce documentaire. C'était très enrichissant, on a beaucoup appris, c'est une personne qui connaît le football et on a appris beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qu'on pourra transmettre après. Les gens ils pensent qu'il y a juste le footballeur qui existe alors que derrière tout ça, on est d'abord des êtres humains. Franchement, c'est très, très intéressant. Qu'est-ce que tu as retenu globalement sur les différentes interviews et témoignages de grands joueurs du foot, comme Ibra, tout ça ? Moi, après, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de Manuel Adebayor, l'histoire avec sa famille. Donc on voit que plus jeune âge, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est l'argent parce qu'on est d'abord passionné. Mais qu'une fois qu'on comprend la vie, c'est totalement différent et que même des gens très très proches, comme les parents, à qui on peut faire la guerre entre guillemets et couper tous les liens qui ont pu exister par le passé. Moi je trouve que c'est un documentaire très intéressant, passionnant et qui fait prendre en expérience. C'est un très grand joueur, il a de l'expérience. Et ça nous montre ce qui se cache derrière la vie professionnelle et ça nous montre que c'est pas facile, c'est un sport qui est très très dur, compliqué et il ne faut pas lâcher pour y arriver. On a appris que c'était un métier très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de nous rabaisser, nous empêcher d'atteindre notre meilleur niveau. Mais on doit toujours rester soi-même, utiliser nos forces et continuer à avancer. Et Ma part d'ombre est encore disponible sur le replay de Canal+. La Belgique s'invite à Monaco, ou plutôt dans vos assiettes. Une toute nouvelle brasserie vient d'ouvrir ses portes au Méridien Beach Plaza. Elle s'appelle Smakelik. Que se cache-t-il derrière ce nom ? Alban Jean-Jambe vous emmène dans cet établissement qui vous propose un véritable voyage au pays de la gaufre et des frites.
Retenez bien son nom car vous risquez d'y retourner. Cette nouvelle brasserie met la culture belge à l'honneur. Plats, décorations, musique, tout ramène à la Belgique. La Belgique a un capital sympathie énorme. On a voulu faire le pont entre la brasserie française et la brasserie belge où vous avez des dénominateurs communs qui peuvent être l'entrecôte, le tartare, le foie gras qui sont présents dans toutes les brasseries. Donc on a vraiment voulu proposer une cuisine authentique belge mais qui est hautement gastronomique et surtout avec un esprit belge qui, on se prend pas au sérieux mais on fait les choses sérieusement. Cette brasserie belge, c'est une première à Monaco, une stratégie sans appel pour satisfaire la communauté belge de la Principauté. Premièrement, il n'y avait aucune offre belge à 200 km à la ronde, voire plus encore que 200 km à la ronde. Deuxièmement, une communauté belge très active à Monaco avec plus de 1300 membres actifs des Amitiés belges de Monaco. Et enfin, une gastronomie qui est ouverte à tout le monde, qui est simple et qui en même temps est très goûteuse et savoureuse. Et des saveurs, il y en a. Carbonade en plat principal, gaufres de Bruxelles en dessert, un menu qui donne l'eau à la bouche. Notre plat phare, c'est le vol au vent. Le vol au vent qui est un feuilleté avec de la volaille, avec de la crème et un sabayon, servi bien sûr avec des frites cuites à la graisse de bœuf. Smakelik, bon appétit en néerlandais, savoure le succès d'un lancement réussi. Voilà pour cette nouvelle adresse en Principauté. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Alban Gingembre, quelle est la tendance pour la journée de mercredi, Alban ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, du beau temps sur la Principauté avec toutefois quelques nuages dans l'après-midi. Les températures varieront entre 9 et 17 degrés. Et en ce mercredi 21 février, nous fêterons les Damiens. Merci Alban et merci à vous pour votre fidélité. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT dans lequel nous recevrons la princesse Stéphanie. Nous évoquerons avec elle l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince René III. C'est d'ailleurs l'objet de nos photos de fin de JT ce soir. Passez une excellente soirée et à demain, 19h sur Monaco Info.